Les flammes dans les braseros s'élevèrent plus haut que d'habitude lorsque la nouvelle arriva que le prince avait été crucifié sur un arbre. La neige recouvrait encore les zones ombragées, mais dans la cour, il y avait une odeur de printemps et de résine brûlée. Les serviteurs apportèrent de l'eau, tombaient, se relevaient. Un bébé dormait dans son berceau, des épées étaient accrochées au mur, et les ombres s'étiraient sur les portes, comme si elles voulaient devenir des êtres humains et exiger quelque chose. À ce moment-là, il devint clair que la maison ne s'effondrerait pas, mais qu'elle ne resterait pas non plus telle qu'elle était. La femme au manteau sombre retira son gant et passa la main sur la table, comme pour essuyer la poussière, mais en réalité pour tirer un trait. Elle décida que le sang ne serait pas la seule réponse, sinon le fleuve emporterait tout le monde. C'est ainsi que commença son long chemin sur la glace fragile entre la force et l'esprit. Bonjour à tous ceux qui écoutent. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, écrivez-le dans les commentaires, c'est vraiment important pour moi de savoir jusqu'où s'étend notre cercle. Bonne écoute. Au printemps 1945, dans la cour, on ne comptait pas les jours, mais les pas des habitants de Kiev entre les rumeurs. La vieille nourrice disait que dans de telles circonstances, la précipitation pouvait être fatale et elle tenait fermement le bébé. Le garçon s'appelait Sviatoslav. Dans le cellier, ça sentait le poisson séché et la cire. Sur la table se trouvait un peigne sculpté avec un motif en forme de double nœud. Il avait été apporté avec la nouvelle. Le motif était familier. C'était ainsi que l'on marquait les coffres provenant des terres forestières des Drevliens. On pensa immédiatement aux tribus, à la corde lourde que le prince voulait serrer plus fort. Ils se souvinrent aussitôt des paroles du messager, qui disait que les Drevlians étaient morts fatigués, que les anciens murmuraient qu'il fallait cesser de nourrir la main étrangère. Mais le nœud sur le peigne comportait un autre fil. Quelqu'un voulait que le motif soit vu ici, dans le palais. La femme en cape toucha le peigne et ordonna de le mettre non pas à la vue de tous, mais près du bol bleu contenant les cendres des herbes de l'année précédente. Dehors, les rives glacées de la Pripia reculaient tranquillement. Des mercenaires venaient du nord, des marchands du sud, et ils se disputaient les prix du miel au marché. Un mendiant à la porte répétait sans cesse la même chose. Il avait vu un ours se tenir sur ses pattes arrière et s'appuyer sur une branche fine sans tomber. On chassa le mendiant. Un nouveau potier apparut sur la place avec une fine cicatrice sur la joue gauche. Il disait venir d'un village lointain où la céramique était séchée dans des fosses plutôt que dans des fours. Il modelait rapidement et uniformément, ne posait pas de questions inutiles, donnait gratuitement et en silence des pots aux veuves pauvres. Un moine errant à la voix rauque s'était installé à la porte du temple. Il n'appelait pas au jeûne et ne réprimandait pas, mais inscrivait les noms des morts dans un petit livre et disait que la mémoire conservait mieux les murs que la pierre. À cette époque, une image s'imposait dans la ville, comme la neige et la suie. Les visages se penchèrent vers le sol, les parois des poêles domestiques étaient fissurées, les lamentations étaient courtes, car les voix étaient rauques à cause du froid et de la peur. La première chose que fit la maîtresse de maison fut de rassembler les personnes âgées dans la salle au plafond bas. Il y avait peu de place, mais le feu réchauffait l'atmosphère. Elle dit que la vengeance pour le sang versé était inévitable, mais que la maison ne se défendait pas seulement avec l'épée. Elle ordonna de recompter les réserves, de vérifier les piliers des murs, d'observer ceux qui étaient arrivés récemment et qui se taisaient trop souvent. Elle ajouta que la forêt n'apportait pas seulement des branches, mais aussi des flèches. Les mots se transmettaient à voix basse, comme du sel d'une paume à l'autre. Le soir, lorsque le vin dans les chaudrons fut recouvert de couvercles, les ambassadeurs des Drevlians entrèrent dans la cour. Les traîneaux avaient déjà été équipés de roues. Sur les charrettes se trouvait un long coffre en chêne. Ils dirent par l'intermédiaire de leur chef qu'ils étaient venus pour conclure la paix, car ils ne voulaient pas ensanglanter la terre. Le coffre fut placé dans le vestibule.
personne parmi les gardes ne s'étonna que les ambassadeurs aient interdit de l'ouvrir avant le lendemain matin. Ils invoquèrent la coutume, selon laquelle un cadeau ne doit être ouvert qu'au lever du soleil, afin que la lumière tombe directement sur les objets. La nourrice murmura qu'il existait bien une telle coutume, mais qu'elle ne s'appliquait pas aux coffres étrangers. Le moine, sur le porche, remarqua que le couvercle du coffre était orné du même double nœud que celui du peigne. Le potier, en passant, s'attarda sur les charnières et murmura aux gardes que celles-ci étaient trop neuves et trop larges pour un chargement commercial ordinaire. Le simple garde, que l'on appelait Packhom dans la cour, répondit que tous les coffres se ressemblaient à ses yeux, car toutes les planches étaient en chêne, mais il ne put s'empêcher de toucher la fente du couvercle. À la tombée de la nuit, la neige se remit à tomber, et le silence revint dans la salle. La femme ordonna de déplacer le coffre du porche vers la pièce qui sentait les herbes séchées et la résine, et le posa sur des supports pour empêcher les souris de se glisser sous le fond. À l'aube, les ambassadeurs ont répété qu'ils voulaient la paix et un nouvel accord. Ils ont mentionné que quelqu'un dans le sud avait promis de protéger les Drevliens contre les steppes s'ils ne payaient pas Kiev. Ils ont laissé entendre que ce coffre était un signe de bonne volonté. La maîtresse de maison envoya alors chercher le moine. Elle lui dit qu'elle voulait qu'il note les noms de ceux qui s'approchèrent du coffre et de ceux qui détournèrent les yeux. Elle demanda au potier d'examiner les planches du fond. Il tapota le bord, puis le milieu, et écouta. Il a dit que la planche résonnait comme si elle était vide, comme s'il n'y avait pas de sac ni de pot à l'intérieur, mais de l'espace. Le moine a ajouté qu'il entendait un bruit sourd, étrange à l'intérieur, comme si quelqu'un retenait son souffle. Le couvercle fut soulevé. À l'intérieur, il n'y avait ni ustensile ni pot. Là, dans l'obscurité étouffante, avec des couteaux et des boucles, se trouvaient des gens. Ils s'enflammèrent comme des charbons dans le vent, tentèrent de s'échapper, mais de lourdes poutres avaient déjà été posées dessus. À ce moment-là, le potier retira de son oreille une aiguille en os et l'inséra dans la boucle de la serrure afin que le couvercle se referme. Les gardes saisirent les poutres. Les ambassadeurs dans la cour ont fait du bruit et ont dit que c'était une coutume, qu'ils voulaient faire une démonstration de force sans effusion de sang, que c'était ainsi que dans leur pays on testait la résistance des étrangers. Personne ne les a écoutés. Tous ceux qui se trouvaient à proximité ont vu que le cadeau était un piège pour la volonté du prince. Une simple procédure matinale s'était transformée en menace. La maison n'était plus seulement une salle de conversation, mais aussi un endroit où chaque recoin devait être inspecté. Après cela, les chants et les rires ont disparu de la ville pendant plusieurs jours. Ce fut un tournant, passant du deuil familial à un suspense silencieux où chaque message pouvait cacher un couteau. Les gens fermèrent leurs volets avant la tombée de la nuit. C'est ainsi que la peur est née, mais avec elle grandissait la détermination. La femme en cape ordonna de ne pas se venger dans le feu de l'action et de ne pas crier sur les ambassadeurs. Elle ordonna de nourrir les prisonniers, mais de les garder enchaînés. Elle ordonna de noter tout ce qu'ils diraient, qui d'entre eux regardait droit devant lui, qui détournait le regard, qui transpirait, alors qu'il faisait froid dans la pièce. Elle envoya des messagers aux clans voisins et leur ordonna de ne dire qu'une seule chose. Kiev n'est pas faible, Kiev réfléchit. Elle savait que si l'on commençait à couper des têtes, on pourrait se faire une couronne d'ennemis et la porter autour du cou. À cette époque, un marchand aux yeux sombres et au chariot léger arriva de la steppe. Il était connu sous le nom de David, mais ce n'était pas son vrai nom. C'était celui qui facilitait le commerce. Il vendit du sel et des clochettes dans la cour, s'arrêta pour la nuit et demanda à voir le moine. Ils parlèrent longtemps près du poêle. Le marchand dit qu'il avait vu toute une ville sombrer à cause d'un seul mot prononcé lors d'une transaction, et que n'importe quelle pièce de monnaie pouvait devenir une lame. Il proposa son aide, non pas avec une épée, mais avec de l'argent, des bateaux et des relations.
Il dit qu'il pouvait fermer les routes au convoi des Drevlians et en ouvrir d'autres, plus lointaines, à travers l'embouchure, où l'on se rendait rarement. Il dit qu'il pouvait appeler des gens qui savaient se faufiler dans les villages la nuit sans torche et ne laissaient pas de traces, car ils marchaient sur les pierres. Il ne demandait ni titre ni terre, il voulait seulement une part des futures récoltes et le droit de planter une fois par an sa tente au marché de Kiev, près de la place du Prince. C'était l'intervention d'un étranger qui disposait de ressources et qui changeait le cours de la lutte d'un seul coup. Le moine rapporta le contenu de la conversation à la maîtresse de maison. Elle acquiesça et ordonna de préparer les registres des dettes et des débiteurs de laine. Elle dit que la générosité du marchand n'était pas gratuite, mais que les routes étaient particulièrement coûteuses. Au cours de la même semaine, une jeune fille cuisinière venue d'un hameau de la banlieue fit son apparition dans la maison. Elle fut amenée par un vieux palefrenier qui dit qu'elle avait la main légère pour la pâte et le dos solide et qu'elle ne perdrait pas de temps en bavardage. La jeune fille s'appelait Milana, mais dans la cour, on l'appelait simplement Mila. Elle était très silencieuse, observait attentivement et comprenait vite. On lui demandait de nettoyer les racines, et elle les rangeait comme elle avait rangé le bois la veille, par longueur, par épaisseur, par degré de sécheresse. Elle jetait un œil au marché lorsqu'elle portait le seau et mémorisait qui négociait avec qui. Elle voyait les marchands montrer du doigt de petits chiffres à leurs pieds pour que personne ne les voie d'en haut. Quand on commença à apporter à la maison des cadeaux et des lettres des clans, elle tournait longuement les cordes entre ses mains et dit un jour à sa nourrice que les chiffres étaient noués dans les nœuds. La nourrice transmit ces paroles au scribe en chef. Celui-ci rit d'abord, mais après avoir regardé de plus près, il comprit que la fillette avait remarqué ce qui lui avait échappé toute sa vie. Les nœuds sur les cordes indiquaient en effet la quantité de fourrure et l'opinion du messager sur la demande, car plus le nœud était bas, plus l'attitude était grossière. La petite fille sans famille ni dot s'est avérée capable de voir un système là où les aînés ne voyaient qu'une habitude. C'est ainsi qu'est apparu le talent caché d'une personne issue des classes populaires qui brisait la hiérarchie entre la salle et la cuisine. Le moine a noté son nom dans son livre. À l'été de la même année, les Drevlians envoyèrent une nouvelle délégation avec un autre message. Ils disaient vouloir un mariage afin que les anciens comptes soient réglés par un nouveau lit. Ils mentionnèrent qu'ils avaient des voisins puissants et que Kiev ne pouvait à elle seule contrôler la steppe. Ils essayèrent de faire pression, mais le firent avec douceur. La maîtresse de maison écouta et réfléchit à la partie où il était question des voisins. Elle savait que chaque voisinage avait laissé des traces près de la rivière, des bateaux, des cendres, des plumes. Elle envoya des gens au passage à guet. L'un d'eux était Lève, un garçon aux sourcils broussailleux que l'on taquinait dans la cour parce qu'il bégayait quand il était nerveux et renversait l'encrier quand on le regardait. On l'avait inscrit comme scribe uniquement parce qu'il avait appris très tôt à écrire des lettres régulières. On le considérait comme faible. Il partit seul vers le passage, sans gloire, emportant avec lui seulement un morceau de pain et un couteau. Il revint à la nuit tombée, couvert de boue, mais avec des marques précises sur sa tablette. Il compta les bateaux, d'après les marques sur les pieux et les taches de pluie. Il comprit combien de personnes étaient venues du sud et combien étaient partis vers le nord. Personne ne lui avait appris cela. On le méprisait toujours parce qu'il perdait le fil sur le parchemin et on le considérait comme inutile. Cette fois-ci, il s'est rendu utile, ce qui a pesé plus lourd que les discours retentissants. Ce garçon si calme et sous-estimé est devenu, l'espace d'un instant, celui qui donne des yeux à tous les autres. À l'approche de la moisson, on commença à dire que la forêt vivait de son propre esprit. Certains entendaient les coups tardifs de la hache qui n'auraient pas dû se produire. D'autres voyaient des lumières sous les racines. La maîtresse de maison demandait que tous les petits signes lui soient rapportés, qu'on ne les cache pas derrière des sourires, qu'on ne les simplifie pas,
La nuit, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait le sel brûler dans une petite coupe. Elle se souvenait des paroles que lui avait dites un vieil étranger dans sa jeunesse, selon lesquelles on pouvait faire confiance aux personnes qui regardaient directement les mains lorsqu'elles demandaient quelque chose d'important. Elle se souvenait de son père. C'était un homme simple et sévère, mais il aimait l'ordre. Quand elle était petite, il avait recueilli chez eux un garçon des bois, le fils d'une femme morte en chemin. Le garçon avait vécu chez eux pendant 1 an, puis était reparti dans la forêt rejoindre les siens. Il avait un lobe d'oreille remarquable, coupé au couteau. Le 3e jour après la moisson, les ambassadeurs se présentèrent à nouveau à la porte. Parmi eux se trouvait un homme grand, vêtu d'un manteau coûteux. Ses oreilles étaient cachées par une capuche, mais lorsqu'il s'assit dans la salle et retira son couvre-chef, le lobe de son oreille droite était coupé. La maîtresse de maison le regarda longuement. Il se présenta comme le conseiller principal du prince de Drevlian et dit qu'il était venu parler d'une nouvelle mesure fiscale. Elle ne laissa rien paraître, mais un vieux souvenir remonta dans son cœur. Ce soir-là, elle fit appeler la nourrice et le moine et leur dit que cet homme était peut-être le garçon que son père avait gardé dans sa maison. Elle ordonna de préparer un chemin qui donnerait à cet homme le choix. Elle ne voulait pas rompre le lien immédiatement, car un lien n'est pas toujours une chaîne, parfois c'est un pont. C'était un tournant dans une parenté cachée, mais pas comme un coup, plutôt comme une ligne promise dès le début, à travers les nœuds et la mémoire. Elle décida de ne pas l'utiliser comme un cri, elle le ferait en silence. Elle invita son invité à discuter dans une petite pièce près du poêle. Elle ne demanda pas de preuves. Elle raconta par l'intermédiaire du moine que dans sa jeunesse, un garçon aux mains tremblantes venait chez elle et aimait ramasser les miettes de pain sur la table avec un couteau afin que celui-ci soit toujours propre. L'homme en face d'elle a remué les doigts. Elle a dit qu'un jour, ce garçon lui avait apporté une boule d'argile ébréchée, pensant que c'était un bijou. Il ne s'en souvenait pas, mais ses yeux ont changé. Elle a ajouté qu'il y avait dans leur maison un banc avec une bosse sur le côté gauche. Il a acquiescé sans réfléchir. Elle lui dit alors que s'il était vraiment celui qu'il semblait être, il avait le choix, rester un ennemi étranger et continuer comme avant, ou devenir un ami et sortir du feu sans se brûler ni brûler ceux qui l'entouraient. Il répondit que dans la forêt, on apprenait à ne pas oublier son devoir. Elle fit remarquer qu'il y avait différents types de dettes, pour le pain, pour la nuit, pour le couteau, pour le nom. Il ne dit rien de plus, mais cette nuit-là, il fit savoir par l'intermédiaire du garçon scribe que le lendemain à midi, les Drevlians se préparaient à s'emparer du port de Kiev sous le couvert du bruit du commerce du poisson et qu'ils seraient aidés par l'un des voïvodes de Kiev. Le garçon but sur chaque mot, mais il nota tout avec précision. Ainsi, le vieux fil s'avéra être un chemin et non un nœud coulant, et le scribe sous-estimé devint un maillon fiable. Le matin, les habitants de Kiev organisèrent leur marché habituel sur le quai. Les pêcheurs éclaboussaient l'eau, les femmes se disputaient pour avoir une place, les chiens couraient sous leurs pieds. Le voïvode qui devait ouvrir les portes détournait les yeux, embarrassé. La maîtresse de maison ordonna de ne pas le surprendre sur place, mais de faire comme si tout se passait comme d'habitude. Elle ordonna à la petite Mila de ne pas aller à la cuisine, mais de se promener entre les rangées, comme si elle cherchait du poivre et des oignons. Elle savait que la petite fille mémoriserait les visages et les nœuds des ceintures. Elle ordonna au potier de se tenir près des tonneaux et de regarder les planches du quai. Le potier comprenait mieux le bois que le maître d'armes. Quand le bruit commença et que 10 personnes se précipitèrent vers la porte, le potier enfonça son démonte-pneu dans la fente où se trouvait le loquet pourri, et le battant se mit à pendre, écrasant 2 personnes. La petite Mila vit sur le nœud de l'un des assaillants un double nœud avec une petite marque d'aiguille, identique à celle qu'elle avait vue sur le peigne au début du printemps. Elle se souvint de son visage. À ce moment-là, le garçon scribe lève,
se tenait déjà près de l'escalier et tenait dans ses mains une pierre, comme on tient une parole qu'il ne faut pas trahir. Il fit signe aux gardes. L'attaque échoua, car tout dépendait d'un seul battant de la porte qui fut retenu par le démonte-pneus et d'un seul garçon qui leva la main à temps. Le gouverneur fut arrêté plus tard et on trouva dans son coffre un sac contenant de petites pièces d'argent. Il dit qu'il voulait seulement cesser d'être pauvre, qu'on lui avait promis un lit douillet et une fourrure chaude. On lui avait promis que le procès serait public et on tint parole. Après cet échec, les Drevlian ont changé de ton. Ils ont envoyé à Kiev des réfugiés, des femmes et des enfants qui auraient été chassés par d'autres clans pour leur lien avec Kiev. La maîtresse de la cour a ordonné de loger les réfugiés près des étables, dans les cours, de les nourrir et d'enregistrer leurs noms. La jeune fille Mila remarquait à chaque fois les nœuds sur les cordes de leur sac. Le scribe Lev notait soigneusement les noms et les remarques sur les liens de parenté. À partir de ces petits détails, un réseau s'est constitué. Le moine aidait à l'écriture et disait que le maillage était plus important qu'une seule grosse corde de vengeance. Pendant ce temps, le marchand David amenait des bateaux chargés de sel et des gens à pied et commençait à bloquer les chemins des Drevlian avec son commerce. Il payait 3 de leurs anciens pour qu'ils ne viennent pas au conseil général. Il ne le faisait pas par bonté, mais par calcul, mais le résultat était important. À l'approche de l'hiver, les Drevlian firent quelque chose que personne n'attendait. Ils invitèrent la maîtresse de Kiev dans leur ville, lui promettant la sécurité et des négociations d'égal à égal. Elle comprit que cela pouvait être un piège, mais elle y alla quand même. Elle ne voulait pas que sa maison reste toute sa vie au même endroit et ne fasse que se défendre. Elle emmena avec elle un moine, le scribe Lev, une jeune fille nommée Mila, un potier, 10 hommes de confiance et plusieurs femmes qui savaient te soigner. Elle voyagea lentement, en traîneau, vêtue de fourrures épaisses et l'air déterminé. Elle comptait les pains, mémorisait les odeurs, vérifiait les ponts. Quand ils arrivèrent à la forteresse des Drevlian, des couronnes fraîches étaient accrochées aux portes. Il faisait chaud à l'intérieur, ça sentait la viande grillée, mais il y avait une tension dans l'air. Sur les tables, il y avait du pain décoré de motifs faits de graines de pavot. Sur l'un des pains, il y avait le même double nœud. Le premier jour des négociations, rien ne se passa. Tout le monde parlait des coutumes. Le deuxième jour, la maîtresse de maison demanda à voir les entrepôts de céréales. On lui répondit que cela ne faisait pas partie des négociations. Elle répondit qu'elle voulait s'assurer que personne ne resterait affamé après la paix. Elle s'y rendit avec 2 femmes. En chemin, le potier compta les pas et vérifia les angles des murs avec sa main. Il murmura que la maçonnerie était récente. À ce moment-là, la petite Mila regardait les cordes qui attachaient les sacs de céréales et vit sur certaines d'elles des nœuds marqués d'une minuscule empreinte d'aiguille. C'étaient les mêmes mains qui avaient fait les nœuds à la porte et celles qui avaient préparé le coffre. Elle savait que dans cette ville, le même métier était pratiqué, celui de la violence cachée sous l'apparence d'un cadeau. Le 3e jour, les Drevlian proposèrent une période transitoire pour le tribut. Ils dirent qu'ils paieraient peu pendant 1 an, puis davantage. La maîtresse répondit que Kiev pouvait réduire le tribut pendant 1 an, mais qu'elle voulait une garantie. Elle demanda des otages. Les Drevlian furent déconcertés. Elle dit alors qu'elle ne prendrait pas en otage les enfants des anciens, mais des personnes qui lui étaient chères. Elle a dit qu'elle prendrait les ouvriers et les artisans du monastère. Ils ont été surpris, car ils s'attendaient à des discussions sur la famille et non sur le métier. On lui a remis un potier avec une cicatrice qui figurait soudainement sur leur liste comme artisan d'un village de banlieue. C'était le même homme qui fabriquait auparavant des pots à Kiev. Il a souri à peine. Il s'est avéré être des nôtres. On ne pouvait pas appeler cela de l'espionnage au sens littéral du terme. C'était la vie, où un homme fabrique des pots, là où il faut, et transmet son regard et ses conseils. Il était discret, et personne ne le considérait donc comme dangereux.
Il est maintenant devenu otage, mais otage volontaire, afin d'ouvrir les portes de l'autre côté. Le retour à Kiev fut rapide. Le traîneau filait. Dans les passages étroits, des piétons marchaient devant pour tasser la neige. Sur la plaine en proie au dégel, derrière la rivière, le cocher les rattrapa. Il criait qu'il transportait des oiseaux pour la cour princière. C'était une affaire courante. En hiver, les oiseaux étaient transportés dans de grandes cages recouvertes d'un tissu pour les protéger du gel. On le laissa passer. Il entra dans la cour et plaça la cage près de la grange. La nourrice dit que les oiseaux n'avaient pas été apportés au bon moment, car ce n'était pas un jour de fête. Le cocher répondit qu'on lui avait ordonné de les livrer aujourd'hui, car le poulailler dans la forêt allait fermer. Il partit. La petite Mila s'arrêta près de la cage et écouta longuement. Elle dit que les oiseaux étaient très calmes alors qu'ils auraient dû faire du bruit. Elle remarqua que le tissu n'était pas tendu comme d'habitude. Les nœuds de la corde avaient été faits par différentes mains. Elle appela le greffier Lève. À deux, ils soulevèrent le tissu. À l'intérieur, il n'y avait pas d'oiseaux, mais deux jeunes hommes avec des roseaux et des couteaux. Ils promirent à voix basse de bien se comporter s'ils étaient libérés. La petite Mila dit que les promesses faites en haut ne valaient pas celles faites en bas. Elle appela les gardes. Ainsi, le deuxième objet banal, la cage à oiseaux, s'est transformé en une nouvelle menace et la maison se trouvait à nouveau sur l'eau où chaque reflet était effrayant. Mais désormais, la maison avait des yeux et des mains qui voyaient comment la corde était tendue et cela changeait beaucoup de choses. À cette époque, une autre personne est devenue un bienfaiteur inattendu. Il s'agissait d'un médecin aux cheveux gris, venu de contrées lointaines, que le marchand David avait amené avec lui. Le médecin ne soignait pas les blessures mieux que les autres, mais il savait neutraliser le poison, non pas dans le but de tuer, mais dans celui de vérifier. Il a dit qu'on pouvait apporter dans la maison des pierres simples qui changent de couleur en présence d'une infusion de datura. Il a donné ces pierres aux cuisinières et aux garçons. Il a dit qu'une simple attention offrait plus de protection que des bergers à la porte. C'était une petite intervention, mais elle a changé les habitudes. Désormais, chaque louche et chaque bol de la maison étaient vérifiés. Beaucoup soupiraient, mais personne ne contestait. Ensuite, tout ressemblait à la fabrication d'un tapis épais. Le tissage se faisait à partir de détails. Qui se tenait où lorsque les cadeaux ont été apportés? Qui perdait ses mots? Qui avait la main qui tremblait en faisant un nœud? Qui est venu les mains vides, mais avec de nouvelles bottes? Le greffier Lève, que l'on considérait auparavant comme inutile, s'occupait des affaires suspectes. Ses notes étaient simples et précises. Il n'aimait pas les mots superflus. Il écrivait qui était présent et ce que chacun tenait. On l'appelait souvent, il rougissait, mais il restait sur ses positions. La petite Mila préparait le pain de manière à ce que le dessin sur la croûte indique à qui il ne fallait pas faire confiance. Ces marques sculptées se levaient dans le four et parlaient à ceux qui savaient lire non pas les lettres, mais les lignes. Le moine ne lisait pas de sermon, mais s'asseyait à la porte et demandait à chaque personne qui entrait quel était le premier mot qu'elle avait prononcé ce jour-là. Il croyait que le premier mot était aussi important que le premier pas dans la neige. Il ne transmettait à la maîtresse de maison que ce qui avait été répété. Le marchand David menait ses jeux avec les sentiers et l'argent, et même les sceptiques murmuraient que l'étranger s'était avéré utile, car il resserrait le filet quand il se déchirait. Lorsque la nouvelle arriva que les Drevlians réunissaient un conseil et voulaient appeler des alliés du Sud, la maîtresse de la cour décida de jouer la carte du long terme. Elle dit aux siens que dans un champ ouvert, la force de la forêt était supérieure à celle du mur, mais que dans un endroit étroit, le mur était plus fort que le champ. Elle prit la décision de ne pas prendre leur ville d'assaut, mais de laisser un vide autour d'elle. Des lettres secrètes furent envoyées au marchand David. Ces hommes fermèrent les petits passages, faisant semblant de transporter du sel, mais transportant en réalité des tonneaux vides
afin d'occuper les bateaux. Le potier de la ville des Drevlians indiquait aux garçons quels ponts en rondins étaient prêts à être incendiés. La petite Mila dessinait sur un mouchoir des lignes qui devenaient ensuite des sentiers pour les petits groupes. Le moine se souvenait des noms de ceux qui devaient quitter la ville sous le couvert de pèlerins. Le scribe Lev était assis devant ses listes et mettait de petits points en face de ceux qui devaient emmener leurs enfants en traîneau, car le pain allait bientôt manquer là-bas. Lorsque l'hiver fut passé de son zénith, le marché des Drevlians se vida. Ils se disputaient, comptaient les sacs, déplaçaient les bûches, se querellaient entre eux. Tous les anciens ne participèrent pas au conseil, car ils furent arrêtés en chemin par des bateaux réquisitionnés, soudainement nécessaires pour transporter du sel vers une destination lointaine. Le potier fit savoir par l'intermédiaire du garçon qu'un nouveau parti s'était formé dans la ville, qui voulait rendre le tribut à Kiev, car ainsi, au moins, la vie serait compréhensible. L'homme à l'oreille coupée, celui-là même qui vivait autrefois dans la maison de Kiev, se tenait entre les deux groupes. Il devait quelque chose à la forêt et à la maison près de la rivière. Il comprit que s'il continuait à rester au milieu, il serait écrasé. Il vint la nuit à la porte et demanda à faire entrer un groupe de pèlerins qui se rendaient soi-disant au sanctuaire. Parmi eux se trouvaient des femmes avec des enfants et des personnes âgées. Il dit qu'il faisait cela pour rembourser sa dette pour le pain qu'il avait autrefois mangé dans une maison étrangère. Il aurait pu rester dans la forêt et être un héros étranger. Il a choisi autre chose. Lorsque ces hommes l'ont appris, ils l'ont traité de traître. Il a répondu qu'il payait une dette que beaucoup ne comprenaient pas. Les mots ont été transmis par les garçons, mais on y entendait le choix d'un homme adulte. Le dernier acte ne fut pas spectaculaire. Il n'y eut ni assaut, ni fracas de bouclier. Il y eut un assèchement. Les routes emportaient la farine ailleurs. Les vêtements chauds changeaient de propriétaire ailleurs que là où le voulaient les Drevliens. Les uns après les autres, ils se sont présentés aux portes de Kiev pour demander la paix aux conditions précédentes. Personne ne les a forcés à s'agenouiller. On les a obligés à regarder droit devant eux et à se réchauffer les mains près du feu, car le froid guérit l'insolence. Le procès du gouverneur de Kiev fut rendu public. Il dit qu'il souffrait de vivre parmi les riches alors qu'il était pauvre. Il demanda grâce. On lui infligea une punition sans honte pour sa famille, mais il fut privé du droit de porter l'épée. On le laissa en vie et on le plaça près d'un entrepôt de sel où l'on pouvait voir chaque jour le compte. C'était sévère et clair. 1 an après ce printemps, on riait d'à nouveau au marché de Kiev. La jeune fille Mila était devenue la plus âgée dans la cuisine et s'occupait non seulement du pain, mais aussi de la distribution des provisions, car son œil voyait de l'ordre là où les autres ne voyaient que des sacs. Le scribe Lev bégayait toujours lorsqu'il était nerveux, mais il était devenu celui que l'on écoutait lorsqu'il fallait décider à qui faire confiance. Le marchand David obtint sa part et une tente au marché, près de la place du prince, mais pas plus près. Il comprit les limites et n'essaya pas de les contourner. Le moine rédigea une longue liste des noms de ceux qui avaient survécu et dit qu'il ne fallait pas seulement se souvenir des morts. Le potier revint de la ville forestière avec de nouvelles cicatrices sur les mains et une nouvelle corde pour ses peaux. L'homme à l'oreille coupée devint le médiateur entre la forêt et Kiev. Il ne cherchait pas l'amour, il cherchait un chemin droit. La maison était plus solide qu'avant, non pas parce qu'elle était plus haute, mais parce qu'elle reposait sur un plus grand nombre de personnes. À cette époque, beaucoup avaient déjà oublié le peigne à double nœud. Il gisait près du bol bleu rempli de cendres. La maîtresse de maison le prenait parfois et passait son pouce sur les rainures. Elle savait que toute surprise ne naissait pas de rien. D'abord, quelqu'un fait une petite marque avec une aiguille, puis quelqu'un fait un nœud qui n'est pas le bon, puis quelqu'un arrive dans la maison avec une cage, et ce ne sont pas des oiseaux qui s'y trouvent. Elle construisait son pouvoir non seulement avec son épée, mais aussi avec son esprit,
car elle voyait le monde comme un tissu fait de fils simples. Elle comprenait que la justice n'était pas un mot ronflant, mais un travail cohérent où chacun recevait ce qu'il avait fait. Elle ne recherchait pas la gloire, elle choisissait à qui donner une chance et à qui rendre des comptes. Elle aurait pu brûler la forêt une fois pour toutes et se calmer, mais elle savait que la terre brûlée ne nourrit pas les enfants. Elle a accepté l'aide d'un étranger et ne l'a pas laissé devenir le maître. Elle a entendu la petite fille depuis la cuisine et l'a conduite à table selon le droit du mérite et non selon le droit du sang. Elle a remarqué le garçon que tout le monde considérait comme un bon à rien et lui a confié une tâche où il s'est épanoui. Elle n'a pas tué l'homme à l'oreille coupée comme un ennemi étranger, mais lui a donné une dette et un chemin à suivre. Ainsi, les signes anticipés au début, le double nœud, le nouveau potier, le moine errant et les cadeaux dans les coffres, se sont assemblés en une chaîne de décision où les rebondissements inattendus avaient été préparés à l'avance et étaient donc honnêtes. Au printemps 946, des nouvelles arrivèrent à nouveau dans la ville, mais cette fois-ci, elles ne concernaient pas des attaques, mais des changements dans les terres situées au-delà de la forêt. Là-bas, le chef avait été remplacé. Le nouveau aimait l'ordre et le calme, mais son peuple était pauvre. Il envoya des ambassadeurs à Kiev et demanda aux artisans de l'aider à construire des entrepôts pour le grain. Il promit un échange équitable. La maîtresse de la cour décida qu'il était plus avantageux de leur donner des charpentiers et de prendre non seulement des fourrures, mais aussi des hommes de leur terre. Elle y envoya un potier, car il savait voir où le bas blessait. Elle y envoya la jeune fille Mila, qui n'était plus une jeune fille, mais une femme au regard déterminé, car elle savait compter les nœuds et la cupidité collante. Elle y envoya le scribe Lev, car il savait écrire sans mots superflus. Elle n'y est pas allée elle-même. Elle savait que le poids du pouvoir, c'est l'art de rester sur place au bon moment et d'envoyer les bonnes personnes. Le chemin vers les forêts était long. Il passait la nuit près de grands pins, écoutant les oiseaux et le craquement lointain de la glace sur les ruisseaux. Le potier apprenait aux habitants à fabriquer un mastic semi-huileux pour colmater les fissures, afin que le grain ne soit pas exposé à l'humidité. Mila leur apprenait à lire les cordes et à ne pas laisser des nœuds étrangers orner leurs sacs. Lev leur apprenait à tenir des comptes sur des planchettes et à dire la vérité sur ce qui avait été pris et ce qui restait. Ils ne faisaient pas de sermons, ils agissaient. Au bout d'un mois, les réserves étaient plus pleines et les discussions plus courtes. Les gens avaient compris que l'ordre ne s'imposait pas par les cris et le bâton, mais par l'habitude de compter et de respecter le bol d'autrui. Pendant ce temps, une nouvelle histoire se répandait à Kiev. Dans l'une des cours éloignées, un garçon était apparu qui disait qu'il rêvait de navires à la proue dorée et que dans l'un de ces navires se trouvait celui qui avait juré de venger l'hiver des Drevliens. Les gens grimacèrent, encore des paroles en l'air, encore des promesses vaines. Le moine dit à la maîtresse de maison que le rêve n'était qu'un décalage dans le cours des pensées, mais qu'il coïncidait parfois avec le chemin. Le marchand David partit vers le sud et revint en silence. Son regard était lourd. Il dit qu'à l'embouchure du fleuve se trouvait le propriétaire des navires qui voulait tirer profit de la guerre. Il dit que cet homme avait déjà vendu des armes à ceux qui avaient juré la paix la veille. Il dit que de nouveaux repères étaient placés sur les bancs de sable afin que les navires nocturnes ne s'échouent pas. Il n'offrait pas son aide, il exposait les faits. La femme en imperméable comprit que la paix était comme une traversée de marécage où chaque nouveau pas s'enfonçait comme une racine. Elle ordonna de préparer les rencontres avec les voisins et d'apprendre aux gens de l'intérieur à ne pas craindre l'argent étranger. À la même époque, l'homme à l'oreille coupée revint. Il vint seul, sans suite. Il fit savoir par l'intermédiaire du greffier qu'il n'était plus conseiller du prince des forêts. Il a dit qu'il voulait partir plus à l'ouest, mais qu'avant cela, il voulait rembourser ses dettes. Il a apporté avec lui un tissu roulé,
sur lequel était brodé le même double nœud, mais coupé en deux. Il a dit que le nœud ne liait plus. Il a demandé la permission de partir sans poser de questions. On le lui a accordé. Quelqu'un a dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait le retenir. La maîtresse de maison a répondu que le retenir de force transformerait même un ancien ami en ennemi. Elle a choisi de le laisser partir. Pendant ce temps, dans l'une des banlieues, des sacs de céréales ont commencé à disparaître. Ce n'était pas tant le nombre qui était gênant, mais la manière dont ils avaient été volés. Le vol était astucieux. On ne volait pas les sacs entiers, mais une poignée de chaque, et cela de telle manière qu'il était difficile de s'en apercevoir avant longtemps. La petite Mila regarda les nœuds et dit que le voleur n'était pas quelqu'un qui venait de l'extérieur, mais quelqu'un qui voyait ses sacs chaque nuit. Le greffier Lev vérifia les registres, compara les chiffres et dit que le voleur savait lire et écrire, car il avait corrigé les chiffres là où personne n'aurait osé les toucher. Le moine ajouta que celui qui prenait par poignée ne voulait pas s'enrichir, mais semer le désordre. Ils suivirent les traces. Il y en avait peu. Une nuit, ils aperçurent une ombre près de la grange éloignée. C'était une femme d'âge moyen, la femme du plus jeune membre de la milice. Elle pleurait et disait qu'elle ne prenait pas pour s'enrichir, mais parce qu'on avait retardé la distribution de 3 jours et que ses enfants pleuraient, la petite Mila l'emmena à l'entrepôt, lui donna ce qui lui revenait et dit par l'intermédiaire du greffier que s'il y avait un nouveau retard, elle n'hésiterait pas à venir directement, mais qu'elle ne prendrait pas un peu partout. La maîtresse de maison l'apprit et dit qu'il valait mieux se taire une fois que de se disputer 10 fois. Elle fit en sorte que la distribution ne soit plus retardée. Ainsi, un petit désordre ne se transforma pas en un grand malheur. C'était aussi une forme de gestion, et elle reposait sur des décisions simples. Pendant ce temps, dans le sud, la glace fondait. Des étrangers réapparurent au marché. Ils parlèrent de terres lointaines, où la mer murmurait différemment. Parmi eux se trouvait un homme aux doigts fins et portant une lourde bague à la main. Il observa longuement le marché de Kiev, compara les prix, écouta les discours tranquilles. Il a dit qu'il pouvait fournir à Kiev des gens qui savaient le compter de telle manière que personne ne pourrait les tromper. Il a dit qu'ils apporteraient avec eux des planches avec des encoches et des os sur lesquels on grave des marques, et que de cette manière, on pouvait compter le bétail, les impôts et les dettes, comme il l'a dit. Ces paroles étaient étranges. Le moine a dit doucement à la maîtresse de maison que les eaux étrangers portaient des comptes étrangers. Le marchand David a grimacé et a dit que les comptes étrangers nécessiteraient des juges étrangers. La maîtresse de maison a répondu que tous les instruments n'étaient pas étrangers et a ordonné de montrer les planches et les os au scribe Lev. Celui-ci passa son doigt sur les rainures et dit que ce n'était pas mieux que des planchettes et du charbon. Il proposa ses petits points et ses brèves louanges à ceux qui rendaient à temps. Elle choisit sa méthode. L'étranger aux doigts fins partit sans s'offusquer, mais en comprenant la limite. C'était un petit choix en faveur des siens. La route du Nord apporta à cette époque une nouvelle figure. Un garçon roux au visage étroit apparut sur le seuil d'une des maisons de Kiev. Il portait sur l'épaule un sac contenant des figurines en argile. Il disait que sa grand-mère les avait fabriquées et qu'elles aidaient à faire les devoirs. Le potier, passant par là, en prit une et dit qu'elle était l'œuvre de celui qui avait modelé des pots dans la cour de l'école il y a de nombreuses années. Il regarda le garçon et vit dans son visage les traits de son propre professeur qui lui avait autrefois appris à sécher l'argile dans des fosses. Il emmena le garçon chez la maîtresse de maison et lui dit qu'il était issu d'une famille qui avait toujours été honnête. La propriétaire emmena le garçon dans l'arrière-boutique et lui dit par l'intermédiaire du greffier que s'il ne mentait pas et travaillait, on lui donnerait un coin. Le garçon se tenait tranquille et travaillait beaucoup. Au bout d'1 mois, il s'avéra plus utile que beaucoup d'adultes. C'était une histoire simple, mais elle évoquait une longue lignée
où le bien ne revient pas immédiatement, mais seulement lorsque la maison est prête. Au milieu de cette période relativement calme, un petit mais dangereux malheur s'abattit sur Kiev. Une nuit, quelqu'un incendia la grange d'une cour éloignée. Le feu s'est propagé. Les serviteurs se sont précipités avec des seaux, mais le vent était fort. La petite Mila a compris que les seaux ne suffiraient pas et a ordonné d'arracher le toit à l'aide de crochets afin que le feu ne se propage pas au bâtiment voisin. Personne ne l'avait jamais écouté auparavant dans ce genre de situation. Mais cette fois-ci, tout le monde a agi rapidement. Le feu s'éteignit. Le lendemain, on trouva près de la grange un petit faisceau de paille attaché avec une corde nouée de la même forme que celle qu'on avait vue auparavant. C'était le signe que quelqu'un de l'ancienne faction était toujours actif. Le scribe Lev dit que cela ne serait pas une nouvelle grande guerre. Il dit que c'était la queue d'un lézard qui avait l'habitude de remuer. La maîtresse répondit que la queue indiquait où se trouvait le terrier du lézard. Elle ne se fatigua pas à parler du destin. Elle ordonna de renforcer les gardes et envoya elle-même 2 garçons sur les sentiers nordiques avec pour mission non pas d'attraper, mais de compter combien de lumières étaient visibles dans la forêt le soir et à quels endroits. Au bout d'une semaine, il devint évident que ces lumières n'étaient pas fortuites. Il s'agissait de feux allumés par de petits groupes qui tentaient de rassembler des chasseurs et d'effrayer les habitants de Kiev. Elle rit sans joie et dit qu'un feu n'effraie pas celui qui sait cuisiner une soupe de poisson. À la fin de cette année-là, on commença à dire à Kiev que le pouvoir ne reposait pas sur un seul nom, mais sur une multitude de mains. Les gens qui se considéraient auparavant comme superflus prirent leur place. Le garçon aux cheveux roux commença à aider le potier. La petite Mila apprit aux autres filles à mettre de l'ordre dans les paniers. Le scribe Lev apprit aux jeunes à ne pas avoir peur du papier. Le moine apprit aux personnes âgées à utiliser des mots simples pour parler de choses complexes. Le marchand David apportait du sel et des nouvelles, mais il ne semblait plus être un miracle. Il faisait désormais partie du tissu qui maintenait la maison. La moralité de cette époque n'était pas figée. Elle était fonctionnelle. Elle s'usait et se renforçait à nouveau. Lorsque de nouveaux ambassadeurs venèrent de loin, ils voyaient non seulement le haut terem, mais aussi les porches propres, sans détritus. Ils voyaient les garçons à la porte, qui n'avaient pas peur de poser des questions. Ils voyaient des femmes qui pouvaient dire « Ici, il y aura une cruche, et là, de la bouillie, et personne ne mettra les mains dedans. » Ils voyaient l'ordre comme une façon de vivre. Cela les ramenait à la réalité. Un jour, une lourde boîte fut apportée dans le palais. Elle avait été envoyée par un bienfaiteur inconnu d'un pays lointain, comme l'indiquait la lettre, en signe de respect pour la sage souveraine. La boîte fut placée à côté de la coupe bleue. La nourrice dit que c'était un geste de générosité. La petite Mila demanda pourquoi le coffret était fermé par un triple nœud et non par un double. Le scribe Lev trouva une lettre qui expliquait que le nœud était un symbole d'amitié. Le potier prit la boîte dans ses mains, la secoua légèrement et dit qu'à l'intérieur, quelque chose tremblait comme de la glace lorsqu'on marche dessus. Le moine dit que l'amitié ne tremble pas. L'amitié est solide. La maîtresse de maison ordonna de ne pas ouvrir la boîte dans la maison. On la porta dans la cour et la posa sur la neige. On l'ouvrit à l'aide d'un crochet en fer. Elle était remplie de dents et de ficelles, enduite de résine et imprégnée de poison. Si quelqu'un y avait mis la main, il aurait gardé des marques et aurait perdu la vie. C'était le dernier sursaut de ceux qui espéraient que la maison serait engloutie par un malheureux accident. La maison n'a pas été engloutie, car on y avait appris non seulement à manier l'épée, mais aussi à regarder les nœuds. Au printemps 947, la terre était devenue différente. Sur le marché, chaque place était désormais signalée par une petite plaque avec des traits et des points afin d'éviter toute dispute sur le poids. Un nouvel ordre de distribution du grain fut instauré dans le trésor. Aux portes, on plaça non seulement des hommes robustes,
mais aussi des garçons discrets qui posèrent des questions précises. Les filles cessèrent de se taire lorsqu'elles virent que le nœud sur la corde était fait par des mains étrangères. Les vieillards cessèrent de dire que tout était décidé par le destin, car ils virent que beaucoup de choses étaient décidées par l'observation. Le marchand David apprit à vérifier ses comptes avec le greffier du registre du lion et ne se fâchait jamais lorsque celui-ci lui demandait de montrer son sac. L'homme à l'oreille coupée disparut de son entourage, mais son choix continua à vivre dans le fait qu'aux portes de Kiev, on ne prenait plus sans combat les enfants des femmes pauvres qui venaient demander la paix. La maîtresse de maison observait ces changements avec sérénité. Elle ne les qualifiait pas de grands, elle les qualifiait de nécessaires. Elle savait qu'une maison où le respect du pain va de pair avec le respect de la liste des noms dure plus longtemps. Elle savait que la colère des Drevliens ne disparaîtrait pas soudainement, mais qu'elle n'avait plus la même force qu'auparavant. Elle savait que tout bienfaiteur inattendu pouvait devenir un marchand le lendemain, et elle gardait ses distances. Elle savait que tout garçon sans chapeau pouvait être l'œil qui remarquerait le grain manquant, et elle lui gardait une place. Elle savait qu'une cage d'hiver avec de prétendus oiseaux enseignait davantage l'attention que 10 discours. Elle ne vivait pas pour la gloire retentissante, mais pour le travail acharné. Quand un jour, elle reprit en main le peigne sculpté à double nœud, elle se dit que le nœud n'était pas seulement un lien, mais aussi de l'obstination. On peut le défaire si l'on sait d'où vient le fil. Au fil des ans, elle avait appris à voir le fil dans chaque petite chose. Elle avait obtenu justice, non pas parce que le monde était devenu bon, mais parce que chaque pas confirmait le suivant. Elle n'avait pas achevé ses ennemis lorsqu'ils étaient lattes faibles, elle les avait obligés à faire un choix et à vivre avec. C'était la justice de son époque, sans mots superflus, sans dieux étrangers, sans miracles fortuits. La maison était solide. Les gens qui y vivaient savaient qu'ils ne seraient pas vendus pour un manteau de fourrure, ni abandonnés pour une parole. Cette certitude était le rempart le plus solide. C'est ainsi qu'elle est restée dans la mémoire de ceux qui vivaient à l'époque et de ceux qui sont venus plus tard, non pas comme une ombre avec du feu, mais comme des mains qui guident la maison sur la glace sans s'enfoncer. Son feu était dans les coupes et dans les yeux de ceux qui avaient enfin compris une chose simple. Dans un monde où il peut y avoir des dents sous la boîte, ce n'est pas le cri qui sauve, mais l'attention. Ce n'est pas la passion, mais la détermination. Ce n'est pas le hasard, mais le choix. Et quand on leur demandait comment ils avaient réussi à encaisser les coups sans sombrer, ils répondaient simplement « La maison écoutait, observait et répondait par des actes ». C'était là une sagesse qui n'avait pas besoin d'être embellie. C'était là la vengeance de la diplomatie, où chaque rebondissement inattendu est caché à l'avance dans un petit détail et donc honnête, et où la fin est claire comme l'eau pure dans une coupe.